Je vous remercie encore une fois, année importante. Beaucoup d'entre vous étaient là pour l'anniversaire en décembre. Ça sera l'année du déploiement du laboratoire dans les différentes entraînes de province, le lancement des commissions thématiques. Et bien sûr, on va continuer le rendez-vous littéraire mensuel. Avec ce soir la chance d'avoir Pascal Bruckner. Le format est toujours le même. Vous savez que la librairie de la main qui nous accompagne vous propose les ouvrages, et en l'occurrence le Sacre des pantoufles de Pascal Bruckner. Vous pouvez vous procurer, et si Pascal Bruckner il signera et dédicacera les ouvrages à qui le veut dans le cadre d'un petit pot après cette conversation, donc format classique. Juste une toute petite nuance par rapport au format habituel. Luc Florian, comédien, ancien société à la Comédie Française, nous fait l'amitié de lire un petit passage de l'ouvrage de Pascal Bruckner qui vous donnera un petit peu la tonalité, l'humeur du livre dont on va discuter ce soir. Je vous remercie tous et vous souhaite une très bonne soirée. Alors, je vais lire un texte qui s'appelle « Le bovarisme du portable ». C'est lui qui fait rire, hein, pas moi. Et c'est très drôle, faut le dire. Hop, vous m'entendez? Même si ça marche. Mais c'est pas grave, j'ai une bonne voix, normalement. Si le remords, selon Baudelaire, c'est l'impossibilité de défaire un crime, une faute, la banalité, c'est à l'inverse l'impuissance à faire, à inaugurer du neuf, à ouvrir une brèche dans la masse des heures toutes semblables. Lévinas n'écrivait-il pas à propos du personnage d'Oblomov que la paresse est une impossibilité de commencer, et Oblomov lui-même se disait trop paresseux pour vivre. Il lui aurait fallu un héroïsme du lever, le courage fou de sortir de son lit, pour accueillir une journée neuve, de poser le pied par terre, de rejeter la couverture, d'affronter le siècle qui lui manquait. Le monde popote du quotidien ne manque pas de séduction pour qui veut se laisser porter par le passage du matin à l'après-midi et de l'après-midi au soir. C'est un plaisir sédatif où l'on fonctionne au régime quasi automatique, et c'est l'expérience effroyable pour beaucoup, délectable pour d'autres, qu'ont vécu des milliards de terriens, vous tous, entre 2000 et 2022. Il y a 2 ans, il y a 2 sens au mot paresse. Le sens ordinaire, qui est l'aversion au labeur, et l'autre plus métaphysique, qui est l'accablement devant l'existence comme charge. Lévinas dixit. Le premier est un refus de perdre sa vie à la gagner. Le second, une abdication, une impossibilité d'être radical. Puisque vivre est un poids, se lever dans son cocon est une manière de ne pas sentir ce fardeau au risque de neutraliser tout appétit, tout désir. C'est l'ambivalence de nos Guantanamo domestiques. Nous les chérissons jusqu'au moment où ils se retournent contre nous et nous étendre comme l'étreinte de la pieuvre. L'assoupissement, le sabbat perpétuel se transforme à leur tour en oppression, d'où la trouvaille géniale qu'a constitué le téléphone portable à la fin du XXe siècle. Ah bah oui. Non seulement il nous relie à tous, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et rend intolérable le fait de ne pas répondre sur le champ, mais ce boîtier minuscule, celui-là il est gros d'ailleurs, a ceci de singulier qu'il élude ce qu'il nous offre. Il nous apporte le monde à la maison, messages, nouvelles, musique, films, incontestable et immense progrès. Il rend aussi le monde superflu puisque je le possède dans le creux de la main. Il vient à moi, j'ai plus besoin d'aller vers lui. Il le rend également inutile car il dépassera toujours en potentialité ce qui pourra m'arriver. Agora planétaire, il permet de se parler à travers les continents sans avoir besoin de se déplacer. Si on le consulte jusqu'à des centaines de fois par jour, comme une Bible, un missel électronique, c'est pas pour épuiser des conseils ou des enseignements moraux, mais parce qu'il nous offre une existence trépidante qu'il nous dispense d'éprouver. On le palpe dans la poche, dans sa paume, pour avoir la certitude d'être vivant relié à tous. Putain, je l'ai pas oublié.
Il se passe toujours quelque chose dans mon smartphone. Il regorge de nouvelles intéressantes, de surprises, de jeux, d'applications. Lui seul semble pouvoir relever la fadeur des jours, du piment, de l'inédit. Il est moins une épice qu'une distraction perpétuelle. Ce petit animal tintinabulant, c'est pas facile à dire ça, hein. C'est pas sympa, un tintinabulant. Ouais, tu as raison, vraiment. Ce petit animal tintinabulant est un vrai lasso électronique qui me convoque à son chevet au moindre frémissement et m'intime de répondre à tout bout de champ. Mais vas-y, réponds, quoi! Tout attendre d'un écran miniature, c'est renoncer à vivre au profit d'un outil à qui nous déléguons nos envies, nos passions. Il devrait être une simple machine, c'est nous qui sommes à son service. Nous avons beau faire des cures de désintox et l'éteindre une journée entière, le déposer dans un panier lors des réunions de travail, l'oublier volontairement, l'excitation des retrouvailles s'apparente à un mécanisme amoureux. Oh mon cher. Nous attendons de lui quelque chose qui relève du bovarisme universel. Une espérance folle suivie d'une déception abyssale. Nous voudrions qu'il provoque une annonce, un événement bouleversant, le fait de pouvoir être connecté instantanément avec l'être aimé, où qu'il soit, rend intolérable l'attente, la non-réciprocité. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? On se rabille sur le petit yeux des incidents techniques. Oh, c'est ma batterie qui est vide. Une zone non couverte, un vol. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle. L'autre ne souhaite pas te parler. Paf. Portable, oh mon portable, dis-moi ce qui va m'arriver, une histoire magnifique. Étonne-moi, surprends-moi, s'exclament silencieusement les millions d'utilisateurs qui le consultent à toute heure du jour et de la nuit, dans le métro, dans le bus, le train, l'avion, tous accros, requis au moindre tremblement, se ruent sur cet appareil. Ah! Le plus beau des portables ne peut donner que ce qu'il a, un système de communication sophistiqué, mais il ne produit ni amis, ni amants, ni destin. Quelle tristesse de voir tant d'ilotes en train, en bus, en avion, passer leur temps sur leur téléphone à jouer, à regarder une série, au lieu de parler avec les autres, d'admirer le paysage, ouvrir un livre pour s'évader, plonger dans les méandres du passé, élargir leurs horizons. L'écran est vide à force de pléthore, de trop-plein. L'événement n'est pas vécu, mais reçu, par procuration. Quand il ne se passe rien dans une vie, il est au moins là pour forger un simulacre de réalité. Ce qu'il échouera toujours à nous offrir, c'est la consistance d'un fait nouveau. Dans un monde incertain, il offre le frisson sans le péril et permet de supporter le vide. Mais cette exubérance est un leurre. Le portable est devenu, pour une large fraction de l'humanité, un nouvel organe qui sera probablement bientôt greffé à notre oreille, à nos yeux, comme une prothèse. Des fois, on dirait, vraiment. L'âge digital marque le triomphe de la distraction et la défaite de l'attention. De Neil Postman, je raconte pas. Alors, on ne se contrôle plus, on quête à chaque instant une nouvelle gratification. La manipulation frénétique n'a d'égal que la pauvreté de l'expérience. Combien d'entre nous ne peuvent partager un repas ou une conversation avec un ami, un conjoint, sans consulter fébrilement son appareil? Et nous sommes de répondre tout de suite au message sous peine de conséquences. Il nous divertit de tout, y compris de nous-mêmes, dans une fuite éperdue vers le prochain texto, le prochain appel. L'outil de la communication avec autrui. Ah bon? Raconte. Ah ben non, il y a des gens là, excuse-moi. Ah, faut que j'arrête? Oh merde, j'emmerde tout le monde. Bon, bah d'accord, j'arrête. Il faut essayer de présenter Pascal Bruckner. C'est un essayiste, un romancier qui fait partie du paysage depuis déjà, mon Dieu, plus d'un demi-siècle. Plus précisément depuis l'année 1977, dont je me souviens encore avoir lu à l'époque le fameux livre qu'il avait coécrit avec Alain Finkielkraut, son vieil ami et complice, qui s'appelait Le Nouveau Désordre Amoureux. D'emblée, avec ce Nouveau Désordre Amoureux, on avait affaire à un essayiste, je dirais plutôt à un moraliste,
ennemies des idéologies du moment, de celles qui se font passer pour émancipatrices alors qu'en fait elles ne le sont pas. Et depuis, il a poursuivi sur ce chemin-là, et donc voilà le dernier livre en date. Ce même scepticisme envers les idéologies, aujourd'hui, il le déploie contre les fanatiques de l'Apocalypse, ceux qui nous disent que la fin du monde est imminente et que par conséquent, il n'y a donc rien à faire. L'immobilisme. Cet immobilisme, il a été, je résume un peu la thèse, mais Pascal aura l'occasion de répondre aux questions de Marie Ameller à l'instant. Il a été redoublé, aggravé par le confinement, suite à la crise du Covid. Pendant le confinement, on a retrouvé ce qu'il appelle, Pascal, le goût du terrier, où l'on croit pouvoir échapper ainsi aux tragédies de l'histoire, et au fait, on échappe surtout aux autres, à la rencontre. L'horizon s'est rétréci. Ce livre comporte pas mal de lectures, il est nourri d'un grand nombre de lectures. Il nous renseigne aussi sur l'idée l'idée de l'intime, de l'intimité, du foyer, du confort familial. C'est une idée assez récente finalement, mais que nous, on a tendance peut-être à l'avoir aggravée. La lecture qui vient d'être faite est particulièrement éloquente à ce propos parce qu'il s'agit évidemment de l'Internet, des outils électroniques qui protègent, qui prolongent notre existence, mais qui en même temps la protègent, nous protègent de l'aventure, de la rencontre avec autrui, qui nous enferment dans une réalité virtuelle qui n'est pas la réalité. Plein de mauvais prophètes nous répètent que l'humanité court à sa catastrophe climatique, pour commencer, ce qui produit chez les jeunes générations un sentiment d'accablement et au lieu de mobiliser des énergies pour faire face et trouver des solutions, il y a une espèce de fatalité qui nous pousse effectivement à nous enfermer de plus en plus avec nos outils électroniques dans le chez-soi. Tout ça écrit dans un style assez éblouissant avec des expressions comme tyrannie sédentaire, j'aime beaucoup. La tyrannie sédentaire, la fermeture de l'horizon quand les générations précédentes avaient tenté de l'ouvrir. Mais je vais laisser Marie poser une première salve de questions à Pascal Bruckner et je vous permettrai de poursuivre. Je rejoins complètement Brice, votre ouvrage est comme toujours, présente une plume très très élégante et parlez près du micro encore. Merci. On parcourt votre livre avec gourmandise, mais peut-être que la formule parfois m'a privée de quelques développements et c'est l'objet des quelques questions que je vais poser. Vous avez des formules très 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 jolies sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne un petit peu. J'en prends une, page 19, vous écrivez « La vie est excès, elle est dilapidation, ou alors elle n'est pas la vie ». Et là, tout de suite, moi, je pense à une phrase, qui est une phrase que je préfère de la littérature française, et vous serez sans doute beaucoup à la reconnaître, qui est « Un homme, ça s'empêche », notamment de Albert Camus. Pourquoi la vie, en fait, ce serait excès ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité, merci à tous, à Brice et à Marie. Alors, la vie est excès, ce passage intervient dans un développement où je montre que beaucoup de forces aujourd'hui voudraient justement nous réduire à l'intérieur, nous réduire à la maison, à l'appartement. Et l'idéal que propose aujourd'hui un certain nombre d'idéologies. Et les deux que je sanctionne dans ce livre, enfin en tout cas que je pointe, c'est le déclinisme qui est plutôt à droite et le catastrophisme qui est plutôt à gauche. Il y a cette idée que l'aventure humaine étant terminée, ou l'aventure nationale étant sur sa pente terminale, effectivement on ne peut plus rêver comme on le faisait encore dans les dernières années du XXe siècle. On ne peut plus rêver d'aventure, on ne peut plus rêver de plaisir. Aujourd'hui, c'est une sorte de tocsin général qui résonne dans nos sociétés. Et donc, effectivement, tout ce qui relève de l'excès, du plaisir, de la jouissance, de la volupté, tout cela est en quelque sorte brisé par un certain nombre de mouvements. Et alors, quand Camus écrit « Un homme, ça s'empêche », il pense évidemment au mal, à la violence, à la souffrance. Il ne pense pas du tout au plaisir, puisque Camus a été, ne l'oublions pas, quand même le chantre du bonheur, contre le stalinisme du Parti communiste. À l'époque,
les communistes étaient tout puissants, Sartre aussi, et Camus plaidait pour le bonheur d'exister, la communion avec la nature, la jouissance du soleil, de la mer, et donc il ne s'empêchait pas du tout d'être en harmonie avec le monde. Mais aujourd'hui, effectivement, on nous invite peut-être à nous pencher sur tous nos instincts et à les contenir. Je remarque par exemple que les idéaux proposés par ce que Brice appelait tout à l'heure les catastrophistes, ce sont des idéaux négatifs. C'est-à-dire, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, arrêter d'aller à la corrida, il faut interdire la chasse. Et c'est l'extension illimitée du domaine des interdits qui correspond trait pour trait, inversée, à l'extension de la chute des tabous dans les années 70-80. Donc c'est curieux, hein, c'est une sorte de néo-puritanisme qui est à la fois vert, rouge, brun, peu importe comment on le qualifie, mais qui hérisse autour de chacun d'entre nous un mur une série de frontières. Et donc effectivement, nous devons nous empêcher, et pas simplement de commettre le mal, évidemment, mais aussi tout simplement de vivre normalement. Et l'élan est en quelque sorte rendu impossible par un certain nombre de choses que je pourrais développer. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Alors, si, c'était très intéressant, puisque même si on pourrait questionner la notion de dilapidation, puisque dilapidation, N'oubliez pas le nom. dilapidation, ça fait penser à un peu une pulsion. Mais n'est-ce pas, à votre talent. Dilapidation, ça fait penser un peu à pulsion de mort plus qu'à pulsion de vie. Et en psychanalyse, on dirait plutôt que l'excès et la dilapidation, c'est du côté de la pulsion de mort et pas de la pulsion de vie. Mais justement, pour continuer un peu et pour poursuivre le fil de cette réflexion-là, à un moment vous dites que nous sommes dans une société du moins et qu'on nous invite aujourd'hui à moins consommer, moins dépenser, moins consommer, moins voyager. Effectivement, sans doute. Pour autant, moi, cette société où on m'invite à moins consommer, je me demande si c'est si terrible que ça. Dans une société, je fais ma lignose volontairement parce que Brice me dit qu'il fallait qu'on creuse un peu cette différence consubstantielle de génération. Je m'interroge sur cette notion de consommer, puisqu'on voit effectivement qu'on est obèse, de manger mal, de trop se nourrir d'informations, pour qu'on parle maintenant d'infobésité, tellement cette information est saturée, qu'on n'arrive même plus à percevoir, à séparer le bon grain de l'ivraie. Consommer, évidemment, je ne vais pas rentrer dans toute la litanie de ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une accumulation telle qu'on perd le sens. Et ça me fait penser au livre de Pérec, Les choses, où pour avoir l'impression d'être, on a terriblement besoin d'avoir. Alors, est-ce que ce moins consommer, c'est un problème en soi ? La consommation, ça touche l'ensemble des domaines de la vie, c'est-à-dire que... Alors, je vais reprendre le livre au départ. Pour moi, le confinement, ça a été un symptôme d'une civilisation occidentale qui vit dans la peur depuis à peu près 20 ou 30 ans. Et cette peur était sous-jacente et c'est une peur qui est antérieure aux événements. C'est-à-dire que c'est une peur qui se cherche des aliments pour pouvoir s'exprimer. Alors ça a commencé avec au début du siècle avec le 11 septembre, donc la révélation du terrorisme islamiste. Ensuite, il y a eu la canicule de 2003, ça a été la révélation du réchauffement climatique avec les 15 000 seniors qui sont morts. Et puis, il y a eu la pandémie. Et derrière la pandémie, on sait qu'il y en aura d'autres. Et puis, il y a la guerre en Ukraine. Et donc, le citoyen contemporain, homme ou femme, est un individu sur lequel pèse trop d'histoire. Nous sommes écrasés par trop d'histoire. Dès que nous ouvrons la télévision ou les journaux, nous n'envisageons que des catastrophes. C'était déjà le cas auparavant, mais il restait, à la fin du XXe siècle, alors peut-être que Brice ne va pas me contredire là-dessus, il restait un élan libérateur, un élan émancipateur, une sorte de confiance dans l'avenir qui a disparu depuis le début de l'an 2000, qui a disparu au nom de très bonnes raisons, et l'horizon est bouché. L'idée de progrès qui était quand même portée par la gauche est aujourd'hui une idée honnie par toute une partie de la classe politique, d'abord par la droite conservatrice, pour qui le progrès c'est le triomphe de la technique, c'est le triomphe de l'économie et de l'argent, et donc c'est a priori regrettable.
et puis par toute une partie de la gauche écologique qui effectivement dénonce dans le progrès un productivisme rageur et la destruction de la nature, ce qui en soi n'est pas faux, mais je pense qu'on peut peut-être sauver le progrès tout en étant conscient des ravages qu'il a pu exercer dans les siècles passés. Et donc l'individu est invité en quelque sorte à une certaine forme d'introspection, et que reste-t-il à chacun d'entre nous pour s'épanouir? Pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Tennessee Williams disait « Désirer, c'est vouloir occuper un espace plus grand que soi ». Mais aujourd'hui, tout nous invite à occuper un espace exactement limité à notre personne. L'idéologie contemporaine, en tout cas du côté des partisans, des combattants du dérèglement climatique, c'est l'immobilisme, c'est-à-dire ne bougez plus, un peu comme dans une photo de groupe, ne bougez plus, restez où vous êtes, préférez le local au global, parce que le global c'est fini, l'aventure humaine est un échec, le rideau va tomber, et par conséquent il faut s'habituer non plus à vivre, et dans la vie il y a de l'excès, c'est-à-dire il n'y a pas que de la mort, enfin dans l'excès il n'y a pas que la pulsion de mort, mais habituez-vous à survivre. Et cette idée du survivalisme, il est latent dans la culture occidentale. Il y a eu Rousseau, il y a eu David Thoreau aux États-Unis, mais lui c'était la survie, loin de l'enfer des villes. Il fallait aller dans la campagne pour échapper à la fausseté des grandes agglomérations. Et aujourd'hui, le survivalisme, qui a été un trait plutôt nord-américain, de l'extrême droite américaine, ou enfin en tout cas des suprémacistes américains qui s'enferment dans des forêts avec leurs armes lourdes et attendent soit la fin du monde, soit l'invasion je ne sais pas, la guerre civile. Quoi. La guerre civile, voilà, la guerre civile contre les communistes ou contre les rouges ou contre je ne sais pas qui. Et cette idée de survivalisme est arrivée en France au début du siècle. Et alors elle est arrivée par les fictions. La fiction catastrophiste est un genre que personnellement j'adore, parce que j'aime beaucoup la catastrophe, mais en fiction, pas dans la vie. Et la fiction catastrophiste a été illustrée par une série que vous avez peut-être vue, qui est les Walking Dead, que j'ai commencé en 2010 au Texas, où j'enseignais, dans la maison où j'habitais, chez le chairman de mon département. J'ai vu les premières images, et je l'ai terminé il y a quelques semaines. Ça a été très bon. La fin est moins bonne que le début, mais l'idée est très simple et l'idée est forte. C'est donc un virus transforme la population américaine, notamment des États du Sud, en zombies, et une petite poignée de survivants réussit à échapper à la malédiction. Et comme toutes les fictions catastrophistes, en fait, c'est moins un étalage de l'horreur qu'une réflexion sur le contrat social. C'est-à-dire sur quelle base recommencer la société? Est-ce qu'on la recommence sur les bases de la sauvagerie ou est-ce qu'on les recommence sur les bases d'un accord commun entre gens civilisés? Et évidemment, là, c'est la sauvagerie qui triomphe. C'est d'ailleurs toute l'histoire des États-Unis qui est en quelque sorte mise en lumière à travers cette série, puisque l'Amérique, vous savez, c'est les pionniers, c'est le hors-la-loi, c'est les shérifs, eux-mêmes assez brutaux, c'est le lynchage. Donc c'est tout ce qui fait que cette grande nation, que j'aime beaucoup par ailleurs, a un rapport avec la violence que nous n'avons plus en Europe, puisque nous avons prétendu, depuis 1945, la dompter et l'écraser. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a cette série, mais il y en a beaucoup d'autres. Le jour d'après, Independence Day, il y a aussi le très beau film tiré du livre de Cormac McCarthy sur La route, où un père et son fils ayant échappé à une catastrophe nucléaire se dirigent vers l'océan Atlantique en échappant aux cannibales, aux tueurs. Et donc c'est un très grand film, parce qu'effectivement, on peut faire de belles œuvres d'art avec la fin du monde, mais c'est plus difficile de faire un projet politique avec l'idée que la génération dans laquelle on vit sera la dernière, ou en tout cas la procréation est aujourd'hui une activité soit dangereuse, soit criminelle, tout simplement parce que le monde est plus vivable pour les enfants. Oui, je voudrais revenir sur l'idée d'une périodisation. Ah, j'ai plus de micro. C'est lui, je me suis dit. Peut-être en éteindre. Ah si, celui-là. Oui, je reviens sur l'idée d'une périodisation. Dans les années 60, dont nous sommes, toi et moi,
thuriféraire, puisque c'était nos jeunes années. On a voulu élargir l'horizon, tu disais, faire tomber les tabous, découvrir le monde, conquérir de nouvelles libertés, bref, émanciper. Mais dans les années 80, on a poursuivi ce mouvement avec des excès. C'était l'idéologie libérale libertaire, par exemple, la conjonction des idéaux des 60s émancipateurs avec le fric tout-puissant, avec une forme d'hubris des classes dirigeantes. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un mouvement de balancier assez classique, finalement, que les jeunes générations aujourd'hui, disons les millennials, nous prônent la vertu, une forme de jansénisme, tu disais de puritanisme, le retour des contraintes, des pénuries, des limitations, que finalement, est-ce qu'on n'a pas péché par un excès de liberté, un excès d'émancipation qui aujourd'hui se retourne contre nous et fait que les jeunes générations trouvent qu'on a été trop loin, qu'on a exagéré et qui nous essayent de nous culpabiliser en nous disant que non seulement on a détruit la planète, mais qu'on a détruit la société, qu'on a détruit ses fondements en poussant les droits de l'individu dans des limites telles qu'aujourd'hui la société ne tient plus, en tous les cas en Occident. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un fond de vérité dans cette... Je me fais l'avocat du diable à la place de ma collègue Millénia, alors que je suis moi-même un baby boomer, mais... Attends. Oui, alors je suis... D'abord, les jeunes générations ont parfaitement raison et le droit de nous contester, de vouloir nous tuer. On a fait ça avec nos propres parents. Donc c'est très sain, c'est un bon réflexe. Et continuez à nous piétiner. Si cela vous permet de vous épanouir ensuite, je m'en féliciterai. Hein? Me regarde comme ça. Non, non. Non, mais ça, je ne veux pas interférer dans votre... Donc ça n'est pas grave. Alors, c'est d'autant moins grave que j'ai passé toutes mes premières œuvres à démolir l'idéal de mai 68. Si vous prenez par exemple un mot d'ordre comme vivre sans temps mort et jouir sans entrave, qui était celui des situationnistes. Alors, quand j'avais vu ce mot d'ordre sur les murs de la Sorbonne, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que moi, je venais d'une petite ville de province, près de Lyon. J'avais une enfance assez terne et je me disais, mais il y a un monde où on peut jouir sans entrave et vivre sans temps mort, c'est extraordinaire. Et quand je suis arrivé à Paris, ça a été un éblouissement qui d'ailleurs est resté, parce que pour moi c'est une ville sublime et qui m'a beaucoup donné, donc envers laquelle j'ai une dette inextinguible. Cela dit, vivre sans temps mort et jouir sans entrave, ça n'est tout simplement ni physiquement ni sentimentalement possible. Et il faudra être un personnage chadien et dangereux pour jouir non-stop. Et d'ailleurs ça a parfaitement mis en lumière dans ses fictions monstrueuses l'absurdité d'une jouissance sans frein. Et n'oublions pas que cet idéal est né d'abord des libertins du XVIIIe siècle et du règne de Louis XV. C'est lui qui avait mis en quelque sorte en scène les orgies dont les livres de Sade rendent compte. Et il y a un seul univers où l'on peut jouir sans temps mort et vivre sans entrave, c'est celui du consumérisme, c'est celui de la toile, c'est celui du portable, que nous lisait tout à l'heure Luc. C'est sur tous ces univers, effectivement, il y a du non-stop. Jour et nuit, 24 heures sur 24, nous sommes requis de lire nos messages. Vous savez qu'il y a des adolescents qui se réveillent la nuit pour voir s'ils ont reçu des choses. Et même moi, ça m'arrive parfois. Non. Les adultes, oui, oui. Et donc, c'est dans les moments d'insomnie, donc on consulte son portable. Et donc, effectivement, il y a une conjonction entre le libéralisme économique, c'est-à-dire l'idée d'une soif inextinguible de choses nouvelles et les pulsions liées à l'amour ou à la sexualité. Donc tout cela n'a évidemment pas pu fonctionner et le retour de bâton me paraît salutaire. Simplement la question que je me pose, c'est est-ce que les jeunes générations proposent un modèle alternatif? Est-ce qu'elles-mêmes sont sorties de l'individualisme frénétique des années 60, 70, 80? Et autre chose aussi, le retour à la sobriété. Mais alors moi, ça me fait sourire, parce que la sobriété, j'ai connu ça toute mon enfance. Je vivais à la campagne, les chiottes étaient dans le jardin, le pain perdu était servi tous les dimanches, on ne jetait rien, on rapiéçait les vêtements. Alors, c'était pas une famille pauvre, hein, c'était simplement la mentalité de l'époque. Et l'idée que
on gaspillait, on était l'électricité. L'idée qu'on gaspillait était une idée évidemment insupportable puisque je suis né après la Seconde Guerre mondiale. Donc mes parents m'ont élevé comme ça. Alors après, c'est vrai qu'on a pris des libertés avec les choses, mais donc l'idéal de sobriété, en fait, c'est un retour à ce que connaissent les pays en développement. D'ailleurs, je crois que c'est Jamel qui disait très drôlement sur les écologistes, qui parlait comme sa mère. Il dit, ma mère dit la même chose que... Et il a raison. Donc, le gaspillage frénétique est effectivement à la fois une atteinte à l'environnement et en même temps un contresens économique. Donc là-dessus, on peut être d'accord. On peut revivre dans une sorte de retrouvons les goûts du pas perdu, puisque de toute façon, c'est devenu aujourd'hui dans la cuisine un mets extrêmement luxueux. Oui, mais pas les chocs dans le jardin. Oui, non, ça. Mais puisque les grands cuisiniers ont l'art de nous resservir comme des choses extrêmement précieuses, des aliments que nous mangions enfants. Puisque toutes les tubercules de la Seconde Guerre mondiale sont servis dans des rutabaga, topinambour, et toutes nos compagnes s'extasient en disant, tu sais, c'est très très bon pour la digestion. Il faut absolument que tu en prennes. Donc, mais, tant mieux, parce que l'histoire est cyclique. Mais là-dessus, nous sommes d'accord. Il y a d'autres points où effectivement, je coince plus dans ma vision d'une certaine austérité ou même d'un certain ascétisme recommandé par un certain nombre de prophètes. Effectivement, et notamment cette écologie politique que vous évoquez, puisqu'il y a une formule que j'aime beaucoup. L'écologie politique, c'est avoir une vision prométhéenne du monde qui allie le repentir à la mégalomanie. Et ça m'a fait penser à un de vos articles où vous opposez la panique des uns et des autres au sang-froid qu'il faudrait que chacun trouve. Bon, comment est-ce qu'on garde son sang-froid aujourd'hui face au réchauffement climatique? Et qu'est-ce que vous préconisez? Vous évoquez ça effectivement dans votre ouvrage assez rapidement. Est-ce que vous pouvez un peu creuser ce qui vous semblerait pertinent de faire sur ce point-là? Comment dire, je ne crois pas que la peur soit un aliment politiquement fructueux. Je ne pense pas que c'est en paniquant les gens chaque matin qu'on va les inciter à changer de conduite. Et personnellement, je serais plutôt en faveur d'une écologie du possible et d'une écologie aussi qui prenne en compte une dimension essentielle qu'on ne voit pas du tout. En tout cas, chez nos Verts français, il y a d'autres manières de faire de l'écologie à l'étranger. C'est la beauté du monde. Si on se bat, c'est aussi pour préserver une certaine beauté. J'ai publié il y a l'année dernière un livre qui s'appelle « Dans l'amitié d'une montagne » où je dis que ce qui me terrasse quand je suis en montagne, c'est la merveille des sommets, c'est ce paysage qui de toute façon m'a précédé, me survivra, et qui est tellement extraordinaire que vouloir le détruire serait un crime et contre l'homme et contre la nature. Et je trouve que dans l'écologie politique, on ne prend pas assez en compte la dimension d'étonnement et le souci de vouloir préserver ce qui est et qui est bon en soi. Alors j'en veux pour preuve, je fais demain une chronique sur Radio Classique sur Emily in Paris, entre autres choses, et vous avez vu que la série Emily in Paris, qui est une bleuette américaine qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, qui présente un Paris complètement idéalisé, qui n'existe pas, a été très attaquée par un certain nombre de conseillers écologistes de la mairie de Paris. Et ils disent, mais Paris, c'est pas du tout comme ça. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça. Paris, c'est ça, c'est un peu crasseux, il y a du béton partout, on abat les arbres, on rencontre beaucoup de rats surtout l'été, il y a des crottes de chiens en abondance, etc., etc. Et à travers la critique qui est faite de cette série, les élus écologistes de la mairie de Paris avouent que leur rêve serait de repeindre les toits en zinc de nos immeubles en blanc pour réfléchir la lumière. Et au fond, ce qu'ils reprochent à la série, c'est d'esthétiser Paris. Mais effectivement, on ne va pas faire une série séduisante si on commence à montrer une ville dégoûtante avec des clochards, des sans-abri, des risques, des violences, le métro bondé comme celui que j'ai pris ce soir où j'ai cru étouffer, des grèves permanentes.
Donc effectivement, il faut un petit peu idéaliser la ville, et je trouve cette critique des élus écologistes se retourne contre eux, puisqu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui ont fait de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui, et je trouve ça étonnant. Alors, pardon, je diverge, je vais vous dire pourquoi je parle de prométhéisme. Donc je suis tout à fait d'accord pour la sobriété énergétique, je suis tout à fait d'accord pour qu'on développe les énergies alternatives, qu'on en finisse avec les énergies fossiles. Là-dessus, ça me paraît être du bon sens, et tout le monde est là-dessus d'accord. Ce que je trouve... là, je pose une question, hein, je n'en sais rien, mais on veut donc arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif qui est fixé dans toute l'Europe. Alors évidemment, les autres continents ne suivent pas. J'étais en Inde il y a une semaine. Je peux vous dire que les dégâts environnementaux sont monstrueux. L'océan est une poubelle, les routes sont sales, tout le monde jette, il y a du plastique partout. Et moi, je veux bien que l'Europe incarne la vertu verte, mais que vaut la vertu verte si elle est simplement... C'est un peu comme le socialisme dans un seul pays que prônaient les communistes de la Troisième Internationale. Que va devenir la planète si seuls nous sommes vertueux, que le reste du monde ne suit pas? Et puis, il y a autre chose aussi, ben ça, je sors complètement de mon livre, il y a, c'est ça, tous les scientifiques vous le disent, les gens du GIEC, il y a une inertie climatique. Donc, admettons qu'en 2050, nous tous, bon, moi je serai plus là, enfin bon, nous tous arrivions à une neutralité carbone, que la France ne dégage plus de gaz à effet de serre, qu'il n'y ait plus d'atteinte à la couche d'ozone. Qu'est-ce qui nous dit que le climat, du jour au lendemain, va changer? Rien. Non, parce qu'il y a une inertie climatique. Non, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut se battre, mais sans non plus éveiller de trop d'illusions chez les individus. Il faut peut-être s'assigner des tâches locales. Je pense qu'on peut réparer un certain nombre de paysages, qu'on peut corriger un certain nombre d'erreurs, mais ne nous racontons pas d'histoire. En 2050, on ne basculera pas tout d'un coup dans la fin du réchauffement climatique. Donc, il y a une phase de transformation et aussi une phase d'adaptation. Il faut nous adapter, comme le font d'ailleurs la grande majorité des peuples d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Il faut s'adapter aux caprices du climat, aux tempêtes, aux tornades. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez au Mexique, quand vous allez en Amérique latine, ces gens vivent dans des conditions climatiques assez effroyables selon le climat. Pareillement dans le sous-continent indien, pareillement en Afrique. Et donc si on néglige cette capacité d'adaptation, et si on croit que d'une formule magique on arrivera à bouleverser le climat, je pense qu'on va créer chez les jeunes générations, vos enfants, vos petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants, peut-être une certaine forme de désespoir. Donc il faut comment dire, se proposer des tâches à notre mesure et ne pas dire, eh ben, l'homme est en quelque sorte responsable du climat, donc il peut à lui tout seul tout transformer. Ça, je pense qu'il faut rester modeste et ne pas être prométhéen malgré nous. Tout ton livre est consacré finalement à dénoncer cette panique qui nous envahit et qui s'est révélée de manière encore plus manifeste à l'époque du confinement quand il y a eu le Covid. Et tu dénonces en fait le fait que on a tendance à s'enfermer dans son chez-soi avec encore une fois ses téléphones portables et ses jeux vidéo pour éviter la rencontre avec autrui, l'aventure, le risque de l'existence tout simplement. Mais tu cites aussi en passant Une chambre à soi de Virginia Woolf, Voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre, et tu dis toi-même à plusieurs reprises que finalement la notion d'intimité c'est une notion moderne, bourgeoise, qui date de la fin du XVIIIe siècle, en gros c'est né en Angleterre, qu'autrefois c'était pas le cas, la vie était publique, et finalement est-ce que ce sens du privé c'est pas une conquête qu'il faut préserver à tout prix? Que les femmes veuillent avoir une chambre à soi, c'est plutôt un progrès. Donc pourquoi vouloir dénoncer à tout prix l'idée que s'enfermer chez soi, ce serait une mauvaise chose? Pourquoi faudrait-il à tout prix aller vers autrui, aller vers le risque et vers l'aventure? Alors, ce que je décris dans ce livre, c'est une tendance. Je dis, depuis le Covid, la tendance majoritaire consiste à
à s'incarcérer dans le chez-soi. Et au fond, on s'est aperçu avec le confinement qu'on était bien chez soi. Moi, le premier confinement, je l'ai vécu très agréablement. Il faisait beau, en plus, c'était un printemps merveilleux. Bon, je regrettais de ne pas pouvoir aller un peu plus loin que le périmètre des 500 mètres autour de chez moi à Paris. On était contrôlé par la maréchaussée tous les jours. On a produit une abondante paperasserie administrative. Donc, on est devenu expert en formulaire. En faux. Moi, j'en ai fait des faux, plein. Oui, en faux, vrai ou faux, mais qu'importe. L'essentiel, c'était d'avoir les apparences de la légalité. Et donc, ça, à cette Moi, époque... j'ai été contrôlé dans la forêt. Oui, Moi, oui. je risquais de contaminer des sangliers parce que je voyais personne, mais j'ai croisé 2 gendarmes qui m'ont fait rentrer chez moi en pleine forêt. Et ben bon. Et on a été contrôlé aussi. Moi, j'ai réussi à m'échapper dans les Alpes. On a été aussi contrôlé par la gendarmerie en hélicoptère. Ça, c'est quelque chose. C'est très chic. Oui, c'est plus chic. Oui, oui. Enfin, on a compris qu'on a été visé. Donc, on a préféré rentrer à la maison. Mais, comment dire? Alors, évidemment, tu as raison, Louis. Le chez-soi, c'est une conquête historique récente. Alors, le début de cette conquête, c'est, je dirais, la peinture flamande au XVIIe siècle. La peinture flamande, c'est une innovation extraordinaire parce que pour la première fois dans l'histoire, l'art ne représente plus 2 types d'individus qui avaient les faveurs des peintres, la Bible ou les aristocrates. La peinture, c'était donc des scènes de la Bible, où c'était des scènes de guerre, des grands seigneurs, des rois, des reines, qui se battaient les uns contre les autres, ou qui étalaient leur face à la cour. Pour la première fois, la peinture flamande représente une femme dans sa cuisine, un homme qui lit près d'une cheminée, des soldats qui boivent avec des prostituées. Et donc, tout d'un coup, c'est le phénomène même de la démocratie. Le noble est rabaissé au rang du trivial et le trivial est haussé au rang de l'aristocrate. Et donc c'est véritablement la grande révolution démocratique. C'est aussi la naissance du roman, puisque le roman c'est par rapport à d'autres genres cette fiction qui met en scène les hommes et les femmes ordinaires. Ce qui évidemment eût été impensable dans les siècles précédents et à l'époque de l'Ancien Régime, ou en tout cas quand l'Ancien Régime régnait encore comme mentalité dominante. Et la constitution de la maison comme lieu de plaisir, elle est aussi parallèle à la naissance du mariage d'amour, à la naissance du sentiment vis-à-vis de ses enfants, puisque vous le savez, autrefois, les enfants mouraient en grand nombre. Rousseau a abandonné les siens, mais une femme pouvait avoir 5-6 enfants. S'il en survivait un, c'était un miracle. Et en général, la mère était emportée dans les fièvres puerpérales, comme on disait à l'époque. Donc on ne s'attachait pas aux enfants. Les époux étaient mariés, ne se mariaient pas par amour. Et la naissance du mariage d'amour est contemporaine de la naissance de l'appartement comme lieu d'agrément. Je rappelle que les pauvres vivaient dans des masures infâmes, les serfs également, et que les nobles habitaient des châteaux glacials où il y avait évidemment le chauffage central n'existait pas, et qu'il a fallu la naissance de la bourgeoisie, dernière classe héroïque, disait Max Weber, pour qu'on invente tous les agréments de la vie dont nous jouissons aujourd'hui, évidemment le chauffage central, le rembourré, le remplumé, et quelques inventions extraordinaires ont sauvé l'humanité, dont le matelas à ressort et le futon. Le futon nous vient d'Asie, le matelas à ressort, je crois, nous vient d'Écosse. Donc tout ça, évidemment, a transformé nos vies. Alors cette tendance au repli, je ne la condamne que parce que je la partage moi-même. Parce que moi-même, je suis très bien chez moi et que je rechigne le soir, surtout quand l'hiver tombe et qu'il pleut, à sortir, à aller au cinéma. Et le cinéma est un bon exemple hein, de ce combat en chacun de nous entre celui qui veut affronter la lumière du public et celui qui dit « mais non, reste chez toi, tu es bien, regarde, un bon repas t'attend, une série sur Netflix ou sur Canal, et de toute façon le film va te décevoir ». C'est évidemment ce qui se passe la plupart du temps, et le défi auquel est aujourd'hui soumise l'industrie du cinéma, c'est effectivement ce combat entre une offre surabondante chez soi à des prix qui défient toute concurrence, et puis
une industrie du cinéma qui est souvent très narcissique et qui n'offre pas toujours la qualité avec le prix. Donc on nous dit que le cinéma retrouve des couleurs, je m'en félicite, et moi-même je me force, je m'en félicite, je ne sais pas si c'est vrai, le théâtre aussi souffre également, sauf les grandes salles et évidemment les artistes incontestables, mais la tentation de l'enfermement dans l'appartement est évidemment tellement délicieuse qu'il faut beaucoup d'arguments pour la combattre, surtout dans la mauvaise saison. Donc nous risquons de devenir tous des Oblomov. Alors je rappelle qu'Oblomov, c'est un roman russe du 19e siècle, qui est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à se lever de son lit le matin. Il est très jeune, il a 30 ans, moins de 30 ans qu'on commence l'ouvrage, et son valet essaie de le tirer désespérément. Quand il se lève, il a des vertiges, et écrire une lettre à l'un de ses régisseurs lui prend à peu près 15 jours. Entamer une relation éventuellement amoureuse avec une jeune Olga est pour lui le comble des soucis. Évidemment, très vite, il rompt. Et certains jours, il se réveille à 4 heures de l'après-midi, il se dit « Oh, la journée est quasiment finie, autant se recoucher ». Donc, il est atteint de la maladie du sommeil. Et l'on sait d'ailleurs en psychanalyse que l'hypersomnie est un grand symptôme de dépression. Mais Oblomov a été vu, notamment par les bolcheviks, comme la maladie russe par excellence, c'est-à-dire la maladie de la passivité. Je pense qu'on peut lire ce qui se passe aujourd'hui en Russie et l'extrême passivité de l'opinion publique russe vis-à-vis de l'aventure militaire de Poutine comme un bel exemple d'oblomovisation du peuple russe qui, en fait, comme le disait le marquis de Custine dès 1839, le peuple russe vit dans la servitude, il vit dans une vaste prison, et le gardien de la prison, le tsar, n'est jamais qu'un geôlier parmi d'autres. C'était 1835, le marquis de Custine. Si vous lisez tous les grands auteurs russes, jusqu'à Yegor Gran, qui vit en France, qui est le fils de Daniel Siniavski, qui est un auteur français qui a publié un livre extraordinaire qui s'appelle Zombie, que je vous conseille d'inviter ici. Yegor Gran, Vassili Grossman, auteur de Vie et Destin. Effectivement, la Russie est une autre civilisation où le goût de la liberté est toujours très sérieusement contrecarré par l'amour des maîtres et l'amour de ceux qui vont vous en quelque sorte, vous inciter à l'abaissement et à l'obéissance absolue au tsar du moment. Mais donc là, je dérive, j'en profite, je peux parler de tout. Oui, je voudrais te dire un truc. Il s'est avéré que pendant le confinement, Castorama, le roi Merlin, ils se sont fait des couilles en or. Mais vraiment, ils ont jamais gagné autant d'argent parce que les gens voulaient refaire leur intérieur. Et ça, c'était... Si ça manque, si. Alors oui, c'est bien de poser cette question parce qu'effectivement, il y a quelques mois, Le Monde titrait sur une épidémie de flemme. Et il racontait que, alors ça aussi, la flemme, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il racontait la guerre à laquelle les plateformes de livraison s'adonnaient en raison de la concurrence féroce entre elles. Et moi, je vis donc dans le centre de Paris, dans le Marais, dans une cour, il y a à peu près 30 copropriétés. Et c'est vrai que dans le Covid, c'était un balai incessant de livreurs. Il y avait des livreaux, il y en avait beaucoup d'autres, et certains se battaient entre eux parce qu'ils arrivaient avant les autres. Et il y a évidemment un combat pour savoir qui va payer le moins cher le repas qu'on vous apporte. Et cette flemme, disait l'article du Monde, s'étend jusqu'au simple fait de descendre dans l'épicerie, acheter une bouteille de lait ou une bouteille d'eau. Alors, il faut aborder un problème qui est quand même fondamental, qui est le problème du travail. Le confinement a quand même révélé beaucoup de choses sur le travail. Qui a livré notre nourriture pendant 2 mois? Qui ont été les gens de première ligne? Christiane Taubira a dit c'est les femmes. Oui, sans doute, il y a eu des infirmières, mais il y a eu aussi tous les livreurs en vélo qui sont toujours là dans nos rues, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui étaient en quelque sorte les petites mains qui nous ont permis de survivre. Juste un exemple, au lendemain
de la fête de la musique. Je suis allé faire mon émission radio classique, je devais à 7h, et les rues étaient jonchées d'ordures, jonchées de bouteilles et tout, et qui ramassaient les ordures? Les agents de la Voirie de Paris, beaucoup viennent d'Afrique. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, ils se sont amusés, monsieur, voilà, ils ont fait la fête. Et je me suis dit, c'est une belle illustration. Les bobos de gauche font la fête, mais c'est pas eux qui ramassent leurs ordures. Mais ça m'a fait penser à cette phrase: tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut aider maman à faire la vaisselle. Ben oui, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de développement de notre société, quel que soit le raffinement de nos aspirations, et le fait de vouloir, comme disent les bifurqueurs, trouver un travail avec sens, s'il vous plaît, bon salaire et avec sens, et je les comprends parfaitement, et 2 jours de télétravail, il y a toujours un certain nombre de tâches qui seront réservées aux couches les moins exigeantes de la société, qui accepteront donc de travailler pour moins d'argent et dans des conditions difficiles. Et donc si on doit repenser notre rapport au travail, il faut aussi imaginer que beaucoup de ces travaux seront sans doute effectués par des gens qui viendront de l'extérieur, parce qu'ils accepteront de les faire à vil prix. Babysitting, aller dans n'importe quel restaurant à Paris, n'importe quel restaurant, même les grands, quitte à la plonge, c'est des Sagalais, c'est des Bangladeshis, c'est des Pakistanais. Beaucoup d'ailleurs eux-mêmes deviennent ensuite des experts en cuisine. Et donc il y a là effectivement une sorte de rapport très français au travail, qui souvent se présente comme étant de gauche. Vous vous souvenez de la polémique entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Fabien Roussel dit le travail c'est l'émancipation, c'est la vieille tradition communiste, avec laquelle j'adhère tout à fait. Je pense qu'effectivement chacun de nous en travaillant s'émancipe, et d'ailleurs le mouvement féministe a très bien compris que la première étape de la liberté, c'est l'indépendance économique. Sandrine Rousseau lui expliquant que le travail est de droite. En réalité, si on remonte dans l'histoire, si on remonte dans notre rapport au travail en France, nous sommes les héritiers d'un triple héritage. L'héritage catholique. Or, pour le catholicisme, le travail, c'est la punition du péché originel. On travaille parce que Adam et Ève ont fauté, et donc le travail qui vient du mot tripalium, qui était un instrument de torture des Romains, c'est le salaire du péché, comme le disait saint Paul. Tradition que les protestants vont complètement bouleverser. C'est pour ça que moi j'ai une immense admiration pour le monde protestant, même si je suis né catholique. C'est l'idée que si l'on veut être fidèle au message de Dieu, il faut faire fructifier ses bienfaits. Et que donc le travail et l'argent ne sont pas des infamies, mais au contraire des récompenses, et que Dieu nous sera reconnaissant de la manière dont nous avons transformé cette vallée de l'Arve, si possible en jardin fertile. Et là, je pense qu'il y a d'ailleurs un lien possible à faire avec la pensée écologique. Je pense qu'il y a beaucoup à prendre dans cette tradition-là, mais aussi dans la tradition catholique de saint François d'Assise. Et autre chose aussi en France, il y a aussi la tradition aristocratique. Et donc beaucoup de gens trouvent que le travail, finalement, c'est une déchéance, que ça n'est pas noble, et que, au fond, travailler, c'est une activité aliénante dont il faudrait, si possible, se soustraire au maximum. Et aujourd'hui, on voit bien que toutes les tentatives qui sont faites à la suite du Covid pour justement diminuer le temps de travail reflètent un petit peu cette mentalité française, cette préférence très française pour l'inactivité. Et là, évidemment, il y a une opposition avec nos voisins, notamment nos voisins du Nord, la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves, l'Allemagne, où au contraire le temps de travail se maintient ou augmente, parce que le travail est d'abord producteur de richesse, et que si nous voulons consommer un certain nombre de biens, ne serait-ce que jouir des dépenses de santé, eh bien nous ne pouvons pas complètement faire abstraction du travail, parce que l'État n'est pas une vache à lait inépuisable, qui pourra nous distribuer des revenus illimités si nous-mêmes nous ne produisons pas ces revenus. Donc ça va être la grande question qui va se poser après-demain. Et là, je vois que nous allons passer aux questions. Donc, questions ?
On a le temps pour deux questions en plus ou tu veux passer au... Je pense que ça vaut le coup d'avoir un petit... J'ai entendu, j'ai l'extinction de voix qui monte, donc... C'est pour ça que j'allais vous demander ce que vous pensez de la réforme des retraites, mais manifestement, je sais. Dans votre livre, ça m'a amusé, vous semblez être chagrin que la bise ait disparu. Donc ça m'a beaucoup amusé, parce que moi, parfois, ça me fait beaucoup de bien. Que la bise ait disparu. Ouais. C'est parce que vous attirez trop les bises. Ce n'est pas mon cas, donc si vous voulez. Ouais, on arrive à un âge où vous êtes un orphelin. Oui, non, mais... ça. Donc vous avez quelques pics bien sentis contre ce que vous qualifiez de néo-féminisme. Et ça m'a fait penser, plutôt que vous interroger sur ce que vous pensez des néo-féministes, j'aimerais bien renverser la question et vous demander ce que serait pour vous, en 2022, l'homme idéal. Mais vous, Pascal Brunner, votre homme idéal, pas celui du néo-féminisme. Ah non, il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas de femme idéale non plus. Je pense qu'il y a, chacun doit être pris dans la somme de ses contradictions, de ses élans et de son amélioration possible. Donc, l'homme idéal, non, je ne vois pas du tout comme ça. Non, c'est l'homme ordinaire. Moi, je suis vraiment, je reste fidèle au message de la démocratie. La démocratie, c'est le déploiement dans toute sa grandeur et sa petitesse de l'homme et de la femme du commun. Voilà, c'est ça la grande révolution démocratique. Ni des héros, ni des victimes. Des gens ordinaires, capables de gestes magnifiques dans des circonstances spéciales, mais aussi heureux de vivre sans se culpabiliser outre mesure. Alors, juste, je réponds sur la bise et sur la réforme des retraites. Alors, sur la bise, vous savez, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis et là-bas, la bise n'a pas bonne presse. Et si vous allez, par exemple, dans un État comme le Texas, quand vous embrassez spontanément une femme sur les deux joues, elle se recule, comme devant la bave d'un crapaud, elle se dit « mais c'est qui ce fou ?» Parce qu'effectivement, là-bas, la distance sociale est importante. Et donc, il y a la poignée de main, il y a le hug, mais tout contact excessif des corps est vu comme une agression. Donc par conséquent, je proposais simplement d'inscrire la bise au patrimoine mondial de l'humanité comme la baguette voilà. Parce qu'elle va probablement disparaître. Et vous avez raison, d'une certaine façon, ça soulage, parce que quand dans une assemblée, on est obligé d'embrasser 4 fois tous les gamins du coin, ça devient un peu pénible et ça n'est pas très hygiénique. Alors, maintenant sur la réforme des retraites, écoutez, moi je comprends parfaitement qu'un travail pénible, qu'un homme ou une femme qui accomplissent des tâches pénibles veuille s'arrêter tôt. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans la police, c'est vrai dans les métiers difficiles, les charpentiers, les menuisiers, les hommes qui travaillent dans des fonderies, tout ça. Et tout ça me paraît juste du bon sens. Simplement, la majorité des métiers aujourd'hui en France relèvent, me semble-t-il, plutôt du tertiaire. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on jette au rebut des hommes et des femmes en parfaite possession de leurs moyens physiques et mentaux, en leur disant « t'as 65, t'as 67, t'as 68, il faut que tu partes ». Alors je remarque qu'en Europe, nous sommes le seul pays à renacler, à passer de 62 à 64. Bon, il est vrai qu'Emmanuel Macron, en 2019, avait dit ça aussi, qu'il ne serait pas juste de passer de 62 à 64. J'ai vu la vidéo ce matin, c'est un peu gênant. Mais enfin bon, bref, ne cherchons pas d'époux. Allemagne 67, Russie 65, pourtant la Russie de Poutine, Belgique 67 bientôt, Hollande 65. Bref, pourquoi ce qui est si facile pour les autres paraît si difficile pour nous? Et je vois aussi beaucoup de chercheurs en physique, en mathématiques, qui débarqués de leur laboratoire partent aux États-Unis ou partent ailleurs parce qu'on leur propose de continuer à travailler. Et donc l'âge biologique n'est pas synonyme de mise en retrait. D'ailleurs, je remarque que le mot retraite, c'est un mot militaire. Quand vous battez en retraite, ça veut dire que vous avez perdu. Et d'ailleurs, cette grève, me semble-t-il, porte en elle-même une contradiction. Si nous redoutons les effets délétères de la grève, c'est bien que les travailleurs ont un poids fondamental dans la société. Quand tout s'arrête,
eh bien, la société est à genoux. Si les retraités se mettaient en grève, et personne s'en apercevrait. C'est ça le paradoxe. Et donc, moi, je propose que sur la base du volontariat, on offre à tous ceux qui le souhaitent la capacité de travailler de façon illimitée, enfin jusqu'au bout de leur force, en modulant l'emploi du temps. Je crois que les Suédois le font extrêmement bien. Ils font des banques du temps qui sont tout à fait probantes. Et bon, évidemment, il y a un moment où les forces physiques vous quittent. Bon, mon chairman à l'université de New York, que tu as peut-être connu, qui s'appelait Tom Bishop, a donné des cours jusqu'à 90 ans. Et à la fin, il n'avait plus qu'une étudiante. Et effectivement, c'était peut-être le moment de se retirer sur la pointe du pied. D'ailleurs, il est mort 6 mois après sa prise de retraite. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas sur les retraités. Et encore une fois, je comprends parfaitement qu'on veuille abandonner un travail ingrat. C'est pour la plupart des retraités, hommes ou femmes, la permission de se lever à 10 heures tous les matins, de faire la grasse matinée, d'aller à la pêche, de faire des croisières, se paye aussi souvent d'une grande dépression, d'un sentiment d'inutilité et de maladies nombreuses. Moi, j'ai plein de copains qui sont à la retraite et je peux vous dire qu'ils sont chez le médecin tous les 4 matins. Donc, si on parle du bilan santé et si on faisait le bilan de la sécurité sociale, continuer à avoir une activité, quand on est une femme ou un homme, c'est aussi continuer à se sentir utile dans la société. Et le destin des retraités, c'est pas simplement de faire grands-parents. C'est formidable d'avoir des petits-enfants. Enfin, ça ne remplit pas non plus les babysitters au temps de grise. Ça n'est pas non plus le seul destin qu'on puisse souhaiter. Les gens restent intelligents jusqu'au dernier souffle. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je voulais d'abord vraiment remercier Pascal Bruckner d'avoir été là ce soir, parce qu'on est tous très admirateurs non seulement de ce livre, mais de tous ceux qui précèdent et qui en partie ont été rappelés. Pour moi, Pascal Bruckner est une des rares personnes qui ont finalement réussi à chaque fois à attraper les thèmes qui caractérisent l'époque. Et si on fait la somme de ce qu'il a pointé depuis mai 68, les suites de mai 68 jusqu'à aujourd'hui, on a au fond le thermomètre des dérives contemporaines, dont on voit d'ailleurs, ça s'est vu ce soir, que parfois elles se répondent en miroir. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est au milieu que se trouve la solution. On le voit tout à l'heure quand on a parlé de la dialectique entre mai 68 finalement et les millennials aujourd'hui. On voit bien qu'entre jouir sans entrave et rester sur son canapé pour sauver des vies, il y a sûrement un juste milieu beaucoup plus enthousiasmant. Et ben, c'est Pascal Bruckner qui nous le démontre livre après livre. Donc, je pense que c'est en réalité un auteur majeur, en plus très humble, je voudrais le souligner, parce qu'il ne fait pas comme s'il avait inventé la vision du XXIe siècle pour tous, mais en réalité, si vous lisez tout Pascal Bruckner, vous avez quand même une somme de l'époque, à la fois pour penser l'époque, mais aussi pour essayer de penser le futur. Je voudrais enfin relier ça quand même à nos enjeux du laboratoire de la République, parce que c'était un peu sous-jacent à plusieurs reprises, notamment dans les questions de Marie, évidemment. Parce que la question, quand on lit un livre comme celui-là, enfin, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut dénoncer des tendances. Moi-même, je crois, ça s'est vu que j'étais pas un grand confineur et que j'adhérais déjà au sacre des pantoufles avant, enfin, j'avais la dénonciation du sacre de la pantoufle avant même le livre, et donc je suis très en phase avec cette dénonciation. De même, je suis en phase avec la dénonciation d'une partie de l'écologisme dans ce qu'il fait d'atteinte aux libertés, de risque de création d'éco-anxiété, etc. Mais en même temps, nous savons très bien que l'enjeu écologique est absolument fondamental, indépendamment des résultats d'ici à 2050. De toutes les façons, il est fondamental. Par exemple, dépolluer, c'est fondamental au travers des enjeux du climat et par-delà les enjeux du climat. Et donc, que fait-on? Et j'aime aussi ce qui a été dit par Pascal Bruckner sur, là aussi, à la fois le caractère modeste et concret de l'action auquel on peut appeler. Et c'est pour ça que je pense que dans le cadre du laboratoire de la République, on a à réfléchir sur cette articulation entre les valeurs que nous affichons beaucoup ici, qui sont les valeurs de liberté, qui sont aussi les valeurs d'égalité et de fraternité, en tout cas les valeurs de la République, et donc un souci de défendre la démocratie et la République. Et de l'autre, les enjeux planétaires, les enjeux de l'écologie, pour dire vite. Et c'est loin d'avoir une contradiction, il doit y avoir une conciliation. Et là aussi, on a un sujet d'équilibre. C'est l'un par l'autre qu'on arrive finalement à la bonne écologie, à la bonne République, si je puis dire, pour oser des mots aussi idéalistes. Donc la soirée de ce soir nous aide à réfléchir à ce sujet. Et l'année 2023, j'en profite pour
souhaiter une bonne année à tout le monde dans cette année 2023. L'année 2023 sera, entre autres choses pour nous, une année de réflexion très forte au travers des commissions sur ces sujets-là. Et on va continuer chaque mois, et même parfois davantage, à recevoir des auteurs intéressants comme ce soir. Donc merci encore à Pascal Bruckner, merci à vous tous d'être fidèles, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, et surtout venez à chaque fois et participez à cette réflexion qui elle-même, j'espère, contribuera à préparer l'avenir avec de l'optimisme. Je voudrais quand même qu'on utilise ce mot de temps en temps. Oui. La chose, comme ex-ministre de l'Éducation nationale, s'il y a bien une chose que je considérais devoir aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, c'était tout simplement un discours de construction de l'avenir. Au moins, en mai 68, il y avait la critique des aînés, mais les aînés avaient le mérite de même être producteurs d'un discours d'avenir et de ne pas fermer la porte derrière. Aujourd'hui, nous qui sommes, entre guillemets, les aînés, notre premier devoir, qui ensuite se décline en d'autres devoirs, c'est tout simplement de dire que tout n'est pas foutu, que 1000 choses sont possibles, que l'avenir se construit, que c'est par l'éducation en particulier que les jeunes maîtriseront leur avenir et que bien des moments de l'humanité ont été compliqués et que celui-ci en est un autre, qu'il faut se retrousser les manches. Et donc, je pense, se retrousser les manches, une belle conclusion par rapport à ce livre. Merci beaucoup. Merci. C'est juste un mot, Jean-Michel, merci en tout cas. C'est que l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la guerre en Ukraine a prouvé qu'un certain discours décliniste et nihiliste n'était pas du tout pertinent, puisque les gens, loin de se coucher, se sont mobilisés, qu'aujourd'hui l'Europe s'est reconstituée en tant que bloc démocratique avec l'OTAN, et qu'il y a dans l'individu enfermé chez lui peut-être plus qu'un simple troglodyte qui veut survivre à toutes les catastrophes, et aussi peut-être un citoyen qui veut se battre, essayer de mieux comprendre le monde. Donc l'histoire en train de se faire nous prouve que rien n'est joué, que la messe n'est pas dite, et c'est pour ça que les discours déclinistes qui se multiplient, qui sont aujourd'hui une sorte de passage obligé d'une certaine intelligentsia, me hérissent par-dessus tout. Donc effectivement, l'éducation et une certaine forme d'optimisme, même si c'est un optimisme tragique, sont nécessaires pour appréhender notre époque. Merci.